Alors, avant de commencer l'histoire du tarot, de le décoder, de donner des clés, j'aimerais bien, si tu veux, te présenter. Comment tu es arrivé à ça? Parce qu'on n'arrive pas par hasard. Oh, on n'arrive pas par hasard, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas déjà une destinée quelque part qui nous guide vers... Alors, c'est vrai, j'ai oublié de dire que tu étais d'Alsace. Oui, je suis née en Alsace, je suis alsacienne d'origine. J'ai vécu 10 ans à Paris, 10 ans à Toulouse. Maintenant, je suis dans les Landes. Voilà. J'ai beaucoup bougé un peu partout en France. Et en fait, le tarot et moi, comme je dis souvent, c'est une longue histoire d'amour. Ça fait plus de 40 ans que je côtoie et le tarot. Et dans sa version ésotérique, ça doit bien faire une trentaine d'années. Alors justement, tu parles souvent du tarot ésotérique, Oui. alors que de nombreuses plateformes parlent plutôt du tarot de Marseille, du tarot Rider-Waite. Pourquoi cette appellation pour toi? Alors en fait, le tarot ésotérique, c'est simplement pour parler du tarot de Marseille, du tarot de Mhm. Rider-Waite, qui sont des types de tarot particuliers, mais avec une approche où on va aller chercher des messages, des symboles qui sont cachés. Ésotérique veut dire caché, à la différence d'exotérique avec un X, qui est la connaissance que tout le monde peut avoir déjà. C'est un petit peu comme le dessus de l'iceberg, de façon exotérique. Tout le monde peut prendre un jeu de tarot de Marseille et de pour justement faire un tirage à une carte, deux cartes et regarder simplement ce qu'elle veut dire à l'endroit ou à l'envers, voilà, de manière traditionnelle. Moi, je vais plus en profondeur dans la compréhension des cartes du tarot de Marseille, puisque je suis plutôt orientée sur le tarot de Marseille, qui est un tarot franco-français, Oui, francophone. oui. Euh, et je vais aller prendre toutes les petits objets, les couleurs, tous les symboles qui sont dessinés dans l'iconographie de ce tarot qui nous vient du Moyen-Âge, clairement, en termes de dessin, pour en extraire la substance alchimique, kabbalistique, par rapport à l'astrologie, à la numérologie, toutes ces sciences et ces arts qui gravitent un petit peu autour du développement personnel. Parce que pour moi, en fait, le tarot, c'est pas qu'un simple outil, c'est bien plus d'ailleurs qu'un simple outil qui nécessite qu'on utilise pour faire de la voyance, etc. C'est vraiment un outil de développement personnel et spirituel. Parce qu'au cœur des 22 arcanes majeurs du tarot, pour moi, il y a une histoire qui nous est racontée, c'est le Royal d'Argyrov. C'est un récit initiatique qui nous emmène dans une quête de l'âme, de nous, à notre propre découverte, d'une propre compréhension, dans le cadre d'une évolution vers un être plus abouti, avec en pleine capacité de tous ses potentiels. Et cette histoire de l'incarnation de l'âme, Notre histoire. c'est l'histoire C'est humaine. notre histoire humaine. Tout à fait, tout à fait. Et cette histoire-là, elle nous a été racontée depuis l'origine de l'Égypte antique dans les écoles des mystères. Alors les écoles des mystères, c'était ces fameuses écoles où on allait apprendre l'astronomie, l'astrologie, où on allait rencontrer aussi apprendre la magie, puisque Isis était une magicienne avant tout. Comme je disais, elle a rendu vie à son mari Osiris. Qui était éparpillée en Plusieurs morceaux, plusieurs morceaux. Hein. voilà, Donc, tout ça. Et donc, ce message-là, ce message initiatique qui nous parle de la vie en tant qu'âme, eh bien, Isis l'enseignait déjà dans les écoles des mystères. Et ce message prophétique, quelque part, ce message intemporel, nous est parvenu dans le tarot, mais aussi dans l'astrologie, dans la numérologie, dans les deux, parce que je dis souvent, quand on regarde aujourd'hui et qu'on fait un thème astrologique, on va parler de nous à travers les 12 maisons du zodiaque, c'est-à-dire nous, comment on se comporte dans nos relations amoureuses, dans notre professionnel. Donc, c'est un regard de nous et comment on peut évoluer. Quand on fait un thème numérologique, c'est pareil. On va prendre notre date de naissance, mais on va parler de nous à travers notre chemin, notre nombre de chemins de vie. On va parler de nous pour évoquer quels sont nos nombres manquants, quelles sont nos forces, etc. et comment on va grandir. Eh bien, le tarot, c'est pareil. Moi, je compare souvent, j'ai une image que j'aime bien, c'est prendre ces 22 arcanes majeurs
En prendre une, c'est celle qui n'a pas de numéro, comme c'est l'arcane du mat, et de le considérer comme le héros. C'est le pèlerin, c'est celui qui va faire le voyage. On peut aussi le comparer à un pro qui va aller sur un jeu de jeu de bois, par exemple, passer de case en case. Comme si les 21 autres cartes étaient une série télé, et que chaque carte est un épisode de la série télé. Ce héros va rentrer dans chaque épisode, rencontrer des protagonistes, il va vivre quelque chose, et à la fin de l'épisode, à la fin de l'intérieur d'une carte, eh bien, il y aura une morale, une leçon, un apprentissage qui va le faire grandir. Et de carte en carte, le héros, c'est-à-dire nous, dans notre quête de spiritualité, nous allons apprendre, nous allons grandir un message, une leçon à la fois, jusqu'à atteindre l'arcane 21, le monde, où dans l'accomplissement, dans le plein, dans la capacité d'avoir nos pleins potentiels éveillés en nous, à l'image du Bouddha, dans cet être de conscience complètement éveillé. Alors, bien sûr, on aura nos 5 sens qui sont traditionnellement déjà utilisés aujourd'hui, mais on a aussi le 6e sens qui est l'intuition, mais on aura des sens liés au magnétisme, les sens liés à la médiumnité, tous ces sens-là qui sont un peu particuliers et que beaucoup d'entre nous ne travaillent pas ou ne soupçonnent même pas. Et donc, quand on atteint la fin du parcours, il y a cet être accompli comme on est censé être, cet être complètement éveillé à pleine capacité de tous ses potentiels. Et donc, quand on travaille le tarot, on dit souvent qu'il faut observer d'abord l'image pour en prendre l'essence, c'est-à-dire la ressentir, avant d'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est exactement ce que je disais. C'est avec Véronique tout à l'heure. C'est un peu comme quand on va au musée. Quand on voit un tableau pour la première fois, on va pas comprendre, chercher tout de suite l'histoire du peintre, ce qu'il a fait. D'abord, la première chose, c'est on regarde le tableau, c'est waouh, j'aime, ou alors le bizarre, le tableau il est sombre, j'aime pas. On a un premier insight, là, une première impression comme ça qui vient, qui est très forte et qui nous donne déjà un sentiment de je me sens bien avec cette iconographie ou cette peinture ne me parle pas. Ça me fait penser tout à l'heure, tu vois, il y avait une dame qui disait ah moi dans le tarot, j'aime pas du tout, c'est la maison de Dieu. Tu vois, alors quand on la tire, mais il faut quand même bien l'observer. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais de cette carte-là? Et cette carte de la maison de Dieu est très particulière parce que on a souvent tendance à se dire c'est la ruine, tout s'effondre, c'est la fin du monde, Ragnarok est terminé. Alors que moi, pas du tout. Je suis pas dans cette sensation d'une maison qui tombe en ruine. D'ailleurs, si vous la regardez bien, notamment dans les tarots de Marseille, comme le Dumo ou le Camouin Jodorowsky, la seule chose qui vacille, c'est le haut, c'est la tête de la tour. Le reste, la colonne, le corps de la tour est intact, ne bouge pas. Ça veut bien dire que quelque part, si on représente le corps humain, d'ailleurs, à travers cette tour, le corps est intact, le corps est stable, bien ancré dans la matière, ces 3 marches blanches. Et la seule chose qui est ouverte, c'est la tête. On parle d'ouvrir le métal. Ça veut dire qu'ici, dans cette étape, il faut ouvrir le mental. Et quand on ouvre le mental, qu'est-ce qui se passe? Les confettis qui sortent. Ça, c'est tout le point que nous avons en nous, toutes nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes, qui s'évacuent une fois qu'on a ouvert la conscience, qu'on a ouvert le mental et qu'on n'est plus du tout dans une réflexion fermée. Et une fois qu'on a vidé notre contenant de toutes ces peurs et tout ce qui nous tombe, on peut laisser rentrer l'or. On laisse rentrer de l'or alchimique, c'est-à-dire la lumière sacrée en nous. Et là, on est en capacité de recevoir de réceptivité. D'ailleurs, Jodorowsky dit que c'est des bulles d'énergie, hein. Oui. C'est des bulles de champagne. C'est un peu ça. Donc, c'est sûr qu'il faut, ça va nettoyer de toute façon quand même. Elle annonce d'être prudente, hein. Elle annonce la prudence. Mais néanmoins, si on joue bien le jeu, et on peut de nouveau retrouver les énergies pleines et entières. Complètement. Mais de toute façon, ouvrir sa perception à d'autres choses et ouvrir sa conscience à accueillir, c'est jamais facile. C'est pas forcément indolore non plus parce que ça veut dire qu'il faut
savoir repousser les limites. On parlait tout à l'heure avec Lorenza, elle parlait de sa zone de confort. Bref, savoir repousser les murs de sa zone de confort pour se créer un espace plus vaste. Ça demande quand même de prendre sur soi aussi, d'avoir cet état d'esprit. Forcément, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Et puis, il y a un dépassement de soi, là, avec la Maison de Dieu. Il y a vraiment le dépassement de cette peur, qui peuvent être parfois tétanisantes, paralysantes aussi. Aussi, forcément, quand on veut transmuter le plomb en or, ça passe par un travail sur soi. D'ailleurs, si on regarde bien cette carte, elle peut aussi symboliser la Tanor de l'alchimiste. Et la Tanor, en fait, c'est nous, quoi. C'est nous sommes l'alchimiste et la matière en même temps, quoi. Nous travaillons, quand on fait de l'alchimie spirituelle, on travaille sur nous-mêmes pour nous transformer avant tout, quoi. Donc, pour toi, et ça c'est important, Thalie, le tarot, c'est vraiment un outil pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se découvrir, pour mieux appréhender le monde. Alors le monde, oui, mais surtout soi. On dit toujours connais-toi toi-même. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense que la première étape, c'est se connaître soi. Et une fois qu'on sait comment on fonctionne, on sait qui on est, comment on pense, comment on vit, etc., on peut aller vers l'autre. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir une bonne maîtrise de soi, de sa compréhension du monde, avant de s'ouvrir au monde. Parce que sinon, on est peut-être dans l'inconfort et aussi peut-être dans l'instabilité, parce qu'on n'est pas dans la conscience de son être dans le moment présent, on n'est pas dans la confiance non plus de savoir qui on est. Ouais. D'ailleurs, le tarot, ça représente quand même beaucoup aussi l'instant présent. Oui, bien sûr. Le tarot parle toujours de nous au moment présent, bien sûr. C'est intéressant. Ce que j'ai aussi vu dans mon livre, c'est que tu parles des 3 septénaires. Exactement. Ah, septénaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des septénaires. C'est une représentation, c'est une structure cachée dans les 22 lames majeures. Vous savez que toutes les cartes, les arcanes majeures, sont numérotées donc de 1 à 21, du battleur à l'arcane du monde. Il y en a une qui n'est pas numérotée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'arcane du mat, parce que cette carte représente, comme je le disais, le pèlerin, celui qui va faire le chemin de Compostelle, nous qui allons faire le parcours initiatique. Donc cette carte qui n'a pas de numéro, on la met un petit peu de côté. Il nous en reste donc 21. On va les découper en 7 x 3 rangées de cartes et on va les poser devant nous, de gauche à droite et du bas vers le haut, en suivant l'ordre des numéros de cartes. On va placer en bas d'abord le battleur, la babesse, l'impératrice, etc. jusqu'à la 21, en 3 niveaux comme ça. Ce qui fait qu'on aura devant nous un tableau de 3 fois 7 cartes. Et je le fais d'en bas vers en haut, parce que le tarot est un outil d'évolution. À aucun moment donné, je veux évoluer dans la matière. D'ailleurs, dans le chiffre, le 4, on ne fait pas un 5 et un 1, on fait 4 bâtons. 4 bâtons de 1. Ça montre bien l'évolution. Cette envie de grandir et d'évoluer toujours. Voilà. Et ces fameux septénaires dont je parle, chaque septénaire représente un plan d'existence de l'âme humaine dans une incarnation. Le premier plan en bas, le premier septénaire, c'est vraiment le plan lié à la matière. C'est lié au sel en alchimie. C'est quand je viens au monde avec l'arcane numéro 1, c'est l'âme qui s'incarne dans la matière. Et pendant tout ce septénaire, bien l'âme et le corps vont devoir trouver un terrain d'entente, ils vont devoir cohabiter, apprendre à se connaître. Et donc, il y a toute une phase, comme je disais tout à l'heure, le héros qui rentre dans chaque épisode. Et dans chaque épisode, il va devoir petit à petit apprendre à créer justement ce lien d'affinité entre corps et âme. Par exemple, avec l'impératrice, avec la papesse, la deuxième carte, on peut être dans la découverte de l'éducation par l'école, l'apprentissage, etc. Quand on passe à l'impératrice et l'empereur, ça pourrait représenter nos parents. Ils sont là pour nous transmettre leurs propres valeurs, leurs propres convictions. On va nous amener un cadre, voilà, d'enseignement familial, finalement des valeurs éducatives. On a le pape qui peut exprimer les premiers contacts avec la spiritualité, les premiers entrées dans la religion quand on y a entre la papesse et le pape peuvent représenter les grands-parents.
Ça pourrait aussi, oui, dans un tirage, ça peut représenter les grands-parents, tout à fait. Comme l'impératrice et l'empereur peuvent représenter les parents. Parce que les grands-parents, normalement, sont quand même, avec leur vécu, une certaine sagesse. Ouais, une transmission. Exactement, exactement. C'est ça. Et donc ce septénaire-là, c'est vraiment important parce que c'est le premier contact entre l'âme et le corps. Il va falloir travailler tout ça. Et quand on a fini ce voyage de compréhension, généralement l'adolescent, s'il arrive au bout avec le chariot, au bout d'un moment, il en a un peu marre d'être chez papa, maman, il veut ses clics et ses claques, et puis hop, il s'en va, il rentre dans le deuxième septénaire. Et ce deuxième septénaire, c'est quoi? C'est l'âme qui prend un petit peu le pas sur le corps et qui commence à s'éveiller. Et là, il veut être un individu à part entière. L'âme veut trouver sa propre voie. C'est pour ça que c'est la voie de l'âme, c'est la voie du Mercure, parce qu'il veut trouver une certaine identité. Et tout ce qu'il aura appris dans le premier septénaire, il va le remettre en question. Les jeunes, c'est ça. Hein. J'ai appris à l'école que c'était ça. Après, je remets les choses en question parce que je veux comprendre par moi-même. C'est dans le deuxième septénaire, c'est là où on se construit en tant qu'individu. Voilà. C'est ça. On prend ses propres croyances, comme je le disais, ou ses propres convictions sur plein de choses. C'est pour ça que ce qu'on apprend à l'école, ce que les enseignements des parents nous ont transmis, on va tout remettre en question. Alors parfois, on va le garder parce que ça nous correspond, et parfois, on va tout changer. J'aime bien donner l'exemple de quand je suis enfant et que j'ai dû élevé par les parents, ils vont me dire il faut bien manger, il faut manger de la viande et tout, ça va fortifier les muscles, tu vas grandir et tout ça. Et une fois qu'on est dans cette deuxième septénaire, peut-être qu'on veut devenir végétarien parce que ça correspond plus du tout à nos envies. Donc on remet complètement en cause ce qu'on a appris quand on était dans le premier septénaire. Et à la fin de ce deuxième septénaire, donc cette voie de l'âme, elle a une couleur, elle a appris à se connaître, elle sait qui elle est avec tempérance. Et donc, du coup, on va vouloir rentrer dans le troisième septénaire, celle de la sagesse. C'est le septénaire lié à l'esprit, qui est vraiment la dernière connexion pour qu'on puisse être un être complet. Je ne sais pas si vous connaissez l'alchimiste Patrick Beren-Stanas, qui parle souvent de notre être, de notre individu, comme un être étant composé de matière. Et il dit avec la langue des oiseaux, c'est une manière particulière d'utiliser des jeux de mots de la langue française ou anglaise, peu importe. Et on dit toujours que la matière qui nous compose le corps, les cellules, la matière, c'est l'âme un tiers. Ça veut dire que nous sommes composés d'un tiers d'âme et de 2 tiers d'autre chose. Et dans le septénaire, on le voit bien, on a le corps, l'âme et l'esprit. On a cette troisième part de nous. Et donc, pour être un être abouti et complet à la fin du parcours dans l'arcane du monde, il faut bien qu'on réussisse à réunifier l'âme et le corps, ce qu'on a tous réussi ici. Mais à un moment donné, il faut être suffisamment entré dans le développement spirituel pour connecter l'esprit, ce fameux soi supérieur décrit par Jung, qui est une partie sacrée divine de nous, et le fusionner avec le corps et l'âme pour ne faire qu'un, et enfin devenir cet être éveillé avec tous ses potentiels, proche de l'éveil du Bouddha, finalement, quelque chose comme ça, avec l'arcane du monde, où là, la quintessence, le cinquième élément, la cinquième essence, va enfin montrer le bout de son nez. Est-ce que vous avez des questions? Le cycle moyen, c'est le cycle moyen, en fait, c'est vraiment propre à chacun. Je pense que c'est très particulier. Il y a des personnes qui atteignent jamais le dernier septénaire et qui sont plus ou moins bloquées dans le deuxième. Et je connais même des personnes qui ne sont jamais réussi à atteindre le deuxième septénaire. C'est vraiment la conviction de chacun de vouloir grandir, de vouloir avancer. Et si on est une personne qui n'a pas envie finalement d'apprendre à se connaître, qui ne se remet jamais en question et qui fait toujours les mêmes erreurs, qui tourne dans des schémas répétitifs, elle sera toujours bloquée dans le premier septénaire de la matière. Une personne pareille qui est très axée sur les possessions, les biens, la matérialité, qui n'est pas du tout ouverte au fait de lâcher prise sur les biens, etc., ne franchira jamais le premier septénaire. Donc c'est vraiment propre à chaque individu et c'est l'âme de chacun d'entre nous qui va choisir finalement
de pouvoir avancer plus vite et de pouvoir passer à un autre septénaire, etc. Il y a des personnes qui peuvent faire plusieurs septénaires dans une même vie. On peut vivre 2 cycles dans une vie, ça arrive. Là, comme tu fais de l'astrologie aussi, que tu associes le tarot à l'astrologie, me vient une idée avec Saturne. Tu sais, bien souvent, nous vivons 3 cycles de Saturne. Donc le premier, c'est nos expériences, alors bonnes ou mauvaises, et on dit toujours adulte à partir de 27 ans. Je sais pas, en astrologie, c'est ce qu'on dit. Le deuxième Saturne, c'est vraiment se construire. Bon, donc là, avec la conscience, la responsabilité que ça implique de s'investir dans notre propre vie. Et puis la troisième, là, on fait le point un peu, ça arrive avec la retraite, quoi. et puis là, on se dit, qu'est-ce que j'ai encore à me trouver? Plus rien, si ce n'est que embrasser la vie, quoi. Et puis transmettre. Ça me fait penser à ça, le septénaire, tu vois, au tarot. C'est un peu l'idée. En fait, c'est ce que je disais au début, c'est que quelque part, il y a un message initiatique de ce parcours de vie, justement, de ce voyage du héros, qui se retrouve dans le tarot, dans l'astrologie, on le retrouve partout. Parce que pourquoi, finalement? C'est un message qui nous vient de l'Égypte antique et d'Isis, qui est intemporel, universel, et qui est juste placé dans différents outils pour que chacun d'entre nous puisse accéder à un outil qui lui parle pour en comprendre et en extraire la substance, c'est-à-dire le message de qu'est-ce que la vie et qui suis-je, et répondre à toutes ces questions existentielles. Et peut-être que toi, tu vas travailler à travers l'astrologie parce que ça te fait kiffer. Moi, je vais passer à travers le tarot parce que je préfère travailler avec le tarot. Mais finalement, toutes les deux, on va avancer sur la même compréhension, le même message. C'est juste la diversité d'outils qui est à disposition de chacun d'entre nous, justement. Dans Saturne, il y a les blocages. Comme tu disais, on peut rester dans le premier septénaire. Si on n'a pas envie de grandir, oui. Saturne, il peut nous bloquer à un moment donné. Et puis, si on n'arrive pas à dépasser nos peurs ou à affronter la vie, tout simplement, à devenir adulte, à devenir responsable, on reste dans le premier septénaire. Et surtout que le passage au 3e septénaire, c'est un petit peu vicieux aussi, parce que la première carte du 3e septénaire, c'est l'arcane du diable. Parce que le diable, quelque part, à un moment donné, il va essayer de nous ramener dans la matérialité, parce qu'il veut nous garder ici, dans ce monde de matière. Donc, à nous aussi d'être forts et de dire, moi, je veux passer à l'étoile. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en conscience, cette transition des septénaires. C'est pas un voyage, un long fleuve tranquille, un travail sur soi, c'est jamais facile. Cette évolution alchimique, cette transmutation alchimique et cette évolution spirituelle, c'est un travail de longue haleine sur nous, qui demande de l'investissement, qui demande de la réflexion. C'est pas des vacances, quoi. Et d'ailleurs, avec le diable, il faut aussi faire appel à notre honnêteté. Oui, tout à fait. Parce que louche, Exactement. Donc, il peut nous emmener sur certaines dérives. Exact. Là, on peut confondre ambition et pouvoir, manipulation. Et ce qui est intéressant, c'est que le diable, il est manipulateur, mais il n'est pas menteur. C'est ça. Voilà. Parce qu'il tient bien dans sa main un flambeau, parce qu'il est Lucifer, le porteur de lumière. Donc il est bien là pour nous laisser passer. C'est comme le dragon en alchimie, il garde la porte. Mais si on comprend bien son message, que on suit quelque part une logique par rapport à notre évolution, il nous laissera passer parce qu'il est gardien de la lumière, en tant que Lucifer. Mais il est aussi ce dragon qui va venir titiller, nous embêter, nous dire t'es sûr, tu veux vraiment, Il est dans la tentation. Là, c'est notre travail intérieur de se libérer. Exactement. De libérer, de couper tout ce qui est là. On le voit bien d'ailleurs sur la carte. Il y a 2 petits personnages, d'ailleurs qui ont un côté très animal encore, parce qu'il y a des petits résidus de quelques singes. Voilà. Donc c'est vraiment l'homme dans son instinct animal premier qui est là en tentation devant le diable posé sur un piédestal. Vraiment, on sent le côté imposant, le côté dominant du diable sur l'instinct animal, l'instinct premier qui revient au galop, quoi. Oui, ça peut être agressif et violent.
Parfois, oui, la transformation peut être difficile, ouais, tout à fait. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir se couper de cette domination quelque part de, de la, comment dire, de la matérialité, pour s'ouvrir justement à cette spiritualité, se libérer de ces liens qui nous rattachent à l'ego. Parce que le diable, en fait, c'est quoi? C'est notre ego à nous, là, à l'intérieur, qui fait moi d'abord. Et donc, c'est se libérer de ce moi-je, c'est ça le diable. Ah, je trouve que les diables représentent bien enfin, ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'arcades qui pourraient représenter cette... Il y a toujours de s'arrêter, de percevoir la lumière. Oui, Tu vois, pour continuer avec ce qu'on avait dit avec Lorenza, c'est-à-dire que à partir du moment où on se recentre, parce que dans les diables, il y a ça aussi, ils se ressentent, il y a quand même une puissance. c'est le chaman du tarot, le diable. Voilà. Le médecin. C'est de faire le lien avec Lorenza. Je voulais que tu me le dises. Voilà. Et donc, que rien n'est jamais perdu, quoi. C'est ça. Exactement, exactement. Même si on est, alors, comme vous le savez, on est dans une année 9. Donc, que penses-tu de cette année 9 avec l'ermite? Faut terminer avec ça. Ça nous ramène à l'ermite. À l'ermite, l'arcane caché du tarot, ou alors on a plusieurs approches. L'ermite avec un H. Oui. C'est pas une erreur d'orthographe dans le tarot, hein, ça a été volontairement voulu, ce H, pour nous ramener à Hermès Trismégiste, mais aussi à Thoth Hermès dans l'Égypte. Donc on est vraiment dans celui qui transmet la parole, etc. Mais c'est aussi une des 4 vertus cardinales cachées dans le tarot qui représente quelque part la prudence. Donc c'est quand on est dans cette posture de l'ermite, c'est vraiment qu'il faut avancer avec prudence. Voilà, on est un peu dans la pénombre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a cette lanterne devant lui. Et le fait avancer dans une lumière qui est plus considérée comme la vérité. Parce que si on regarde sur le haut de la lumière, de la lanterne, il y a un cercle avec une boule à l'intérieur. C'est le symbole du feu, du soleil en alchimie. Et donc, ce symbole du soleil nous ramène à la lumière, la vraie lumière, pour nous dire que quelque part, il est guidé par une vraie lumière. La lumière, quand on fait la lumière sur quelque chose, c'est amener la vérité. Et donc, on amène la vérité sur nous. Et en l'occurrence, comme il va vers le côté gauche, quand on regarde la carte, il est un peu dans l'introversion vers de lui-même, il est tourné vers le passé. Donc, il cherche à faire la lumière sur ses actes passés. Et il y avance avec prudence parce que travailler en introspection, en thérapie sur nous-mêmes, sur nos problématiques, etc., ça peut aussi parfois être douloureux, nous amener, surtout quand on va résulter au-delà de notre vie, mais sur du transgénérationnel et des choses comme ça peut parfois être compliqué. Donc, il nous demande de travailler sur nous, sur notre passé, de manière introspective, pour faire la vérité sur notre être, sur nos liens karmiques aussi, mais en avançant avec prudence. Voilà. En se basant sur certaines connaissances, puisqu'au pied de l'ermite dans son manteau, on va retrouver un livre, et ce livre, c'est encore une fois le livre de la vie, celui que tient la papesse dans l'arcane. Et ce boucle va boucler. Oh, merci Nathalie, vraiment. Vous parlez du karmique, du transgénérationnel. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'accompagnement sur ces sujets, justement? Alors sur le sujet en particulier, j'ai pas une expertise propre dans ce domaine-là. Moi, j'utilise surtout le tarot justement pour éveiller les consciences à ce travail personnel, en développement personnel. Alors je propose aussi des guidances justement avec le tarot. Donc, quand on ne connaît pas le tarot, je suis là pour vous tirer les cartes et vous expliquer justement quand vous avez une problématique. À essayer de mettre le doigt dessus sur la vraie problématique, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec une question, et en fin de compte, en travaillant, on se rend compte que c'était pas vraiment la bonne question, quoi, qu'il y avait un problème sous-jacent. Et donc je suis là avec le tarot pour vraiment mettre en lumière ce qui les empêche d'avancer dans leur problématique et quel est le vrai problème finalement. Et on avance comme ça petit à petit avec un échange sur le tarot. Mais je suis pas forcément une spécialiste dans le transgénérationnel, même si dans le livre d'ailleurs vous allez pouvoir trouver des tirages qui vont travailler sur les vies antérieures, qui vont travailler sur le cycle de samsara, c'est-à-dire sur cette notion de réincarnation qu'on peut avoir, etc., de plusieurs vies, donc de travailler sur cette notion-là.
Mais voilà. Après, je pense que si on veut rentrer vraiment dans un travail spécifique de karma et de transgénérationnel, peut-être que c'est intéressant. Utiliser le tarot pour avoir quelques réponses à ces questions et de compléter le travail avec un thérapeute dont c'est la spécialité. Est-ce que vous diriez que dans le tarot, il y a un aspect divinatoire ou pas du tout? Alors, on peut utiliser le tarot pour faire de la divination ou de la voyance, mais je pense que c'est très réducteur, en fait, par rapport à l'outil. Alors là, pour moi, quand on est dans la voyance, c'est le côté exotérique de ce que tout le monde peut utiliser, même le tarot, de manière prédictive. Pour moi, le tarot, c'est pas un outil de prédiction, c'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil, après, bien sûr, qu'on a détourné, parce que la partie divination, c'est arrivé très tardivement dans l'histoire. C'est au cours du 19e, enfin 20e siècle, quoi, que la partie voyance est arrivée. Et donc, du coup, toute cette partie initiatique, ce message caché, cette partie de compréhension de l'âme humaine et tout ça, c'est bien plus ancien, c'est bien antérieur à la voyance. Donc, évidemment, on peut l'utiliser pour travailler sur ça, mais personnellement, je pense que la voyance, j'en ai fait aussi un médiumnique de la voyance, mais j'ai vite compris que c'était juste poser un patch sur une problématique. Parce qu'on répond à la question à la personne de demain ça va mieux, ok, mais aujourd'hui mon problème il est toujours là. Ça n'aide pas la personne à résoudre son problème, ça n'aide pas la personne à avancer. Au contraire, je fais que l'alimenter en lui donnant de l'espoir pour demain. Ce que moi j'essaye de faire comprendre aujourd'hui dans la transmission en développement personnel avec cette approche du tarot, c'est de comprendre que il faut être en capacité de reprendre son libre arbitre, de reprendre ses propres responsabilités et de reprendre son pouvoir par rapport à notre vie, à nos questionnements, à nos doutes, etc. Parce que aller voir une voyante pour lui dire trouve pas de boulot, ça commence à être long, ça fait un mois que j'y arrive pas, où est-ce que je vais trouver l'amour demain? Quelque part, on reporte notre responsabilité, on donne notre pouvoir à la voyante ou au voyant en question qui va devoir venir nous amener une réponse, mais ça change rien à ma problématique. Il va me dire oui, tu trouves l'amour dans 3 mois, mais je me sens toujours seule aujourd'hui, je me sens toujours abandonnée et mon comportement n'a pas changé. Alors que si je travaille sur moi et que je change ma personnalité, que je suis dans ce parcours initiatique pour grandir, le fait de me transmuter moi-même va faire évoluer l'autre autour de moi. Quand je change le microcosme, ça a un impact sur le macrocosme. Je peux pas changer l'autre, mais je peux me transmuter moi. Et par effet de vague, la transmutation que j'ai effectuée sur mon être va avoir des résultats sur l'autre. C'est pour ça que je pense que la voyance a un côté un peu réducteur et que on peut aller avec le tarot beaucoup plus loin, de façon ésotérique, plonger en profondeur, comme si on allait voir le dessous de l'iceberg, qui est une part beaucoup importante, plus importante de ce que le tarot peut nous apporter chez nous. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a fait le tour. On a dépassé un peu notre temps. Voilà, merci beaucoup Nathalie de cet échange. Alors, le tarot, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'astrologie, mais toi, tu le mets avec beaucoup plus de choses. Hein. Avec les runes, avec la Kabbale, il y a une recherche intense dans ton livre, hein. Vraiment, hein. C'est simplement parce que je disais tout à l'heure, c'est toutes ces arts et ces sciences hermétiques, ésotériques. Ah oui, il y a... On parle de la même chose, donc c'est très facile de les relier, puisque c'est le même message, forcément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on comprend que tous les outils nous parlent de la même chose, ben, tout nous paraît plus facile. Parce que quand on comprend, par exemple, avec l'astrologie, j'aime bien donner la flamme de l'empereur parce qu'elle est très parlante dans la représentation avec sur le Rider-Waite, etc. en termes d'astrologie. Oui. Sur le tarot de Marseille, on voit pas trop le signe astrologique, mais quand on prend le Rider-Waite, sur le trône de l'empereur, il a 2 énormes têtes de bélier ici et en haut du trône. Donc on voit bien qu'il est lié au signe du bélier. Et quand on connaît le bélier, fonceur, volontaire, eh bien ces qualificatifs, ce sont les qualificatifs
qui vont définir l'empereur. C'est un être volontaire, un leader, quelqu'un qui va de l'avant, comme un bélier, clairement, lui. Oui. Et puis pareil avec la numérologie, le 4, le côté carré, C'est structuré, vrai. organisé. Eh bien, c'est exactement des valeurs de l'empereur, encore une fois. Mais tu peux trouver d'un côté d'une science ou d'un autre, eh bien, on va le retrouver dans la lame de l'empereur et vice-versa. Ce qui fait que, en apprenant le tarot sous cet aspect ésotérique, on ouvre en plus des portes sur d'autres sciences. Je sais pas Si si vous voulez vous avez- continuer l'entretien, un échange avec Nathalie, elle est au Monde du Rani et n'hésitez pas à la rencontrer et à échanger avec elle. Merci à vous. beaucoup, Nathalie.